La maison Fayard, justement, c'est un hasard effectivement, se retrouve au cœur d'un débat, je disais débat moral, mais assez passionnant, très intéressant. Dans quelques jours va paraître chez Fayard une version critique de Mein Kampf, le manifeste antisémite du Troisième Reich, intitulé « Historiciser le mal ». Question simple, faut-il rééditer le livre d'Hitler pour mieux comprendre et combattre ces idées, ou est-ce au contraire inutile, voire dangereux, au moment où les idées néo-nazis regagnent du terrain? Pour en débattre, j'accueille Antoine Wittkin, Alexis Corbière et Hélène Mière de la Croix à nous rejoindre sur le plateau de C'est ce soir. Bonsoir à tous les trois, soyez les bienvenus. Installez-vous, je vous en prie. Hélène Mière de la Croix, professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne. Et vous êtes clairement pour cette réédition, sous cette forme, avec cet appareil critique, comme on dit. On va en parler dans un instant. Alexis Corbière, bonsoir. Bonsoir. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Mais votre métier, quand vous n'êtes pas élu, c'est prof d'histoire-géographie en lycée professionnel. Et vous, au contraire, vous êtes toujours battu contre cette réédition. Et vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Antoine Wittkin, bonsoir. Merci d'être là, journaliste et réalisateur. Et on compte sur vous pour nous éclairer sur cet objet, entre guillemets, puisque vous avez cherché à retracer le parcours de Mein Kampf dans un documentaire et dans un livre titré Mein Kampf, histoire d'un livre, justement, publié chez Flammarion. On en débat tous ensemble juste après la preuve par 3, signée Hugo Bernard. La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise en 1930 en Allemagne et dans laquelle il y a grand un panneau publicitaire. Une publicité pour Mein Kampf, le texte manifeste d'Adolf Hitler, écrit après le traumatisme de la défaite de 1914 et dans lequel il expose son projet pour l'Allemagne. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Militarisation du pays, réunification avec l'Autriche et extermination des Juifs ou des Tziganes, distribué à des millions d'Allemands, ce livre-programme va accompagner Hitler dans son accession au pouvoir. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, Adolf Hitler. Mein Kampf a permis la diffusion du nazisme en Allemagne, mais aussi en France, où il a été publié dès 1934, puis en 1938 chez Fayard. Jamais interdit, le livre a suscité beaucoup de controverses, notamment en 1978. Français d'une autre époque, mais peut-être d'une réalité brûlante, la Ligue internationale contre l'antisémitisme s'est élevée contre la réédition du livre d'Hitler, Mein Kampf, la Bible du nazisme. Suite à ce procès, l'ouvrage devient un document historique, publiable à condition qu'un avertissement le précède. En 2015, il tombe dans le domaine public et Fayard suscite un tollé en annonçant vouloir le rééditer. Il ne faut pas raconter d'histoire. Éditer, c'est diffuser. Diffuser, c'est commencer à convaincre. Parce que Hitler a écrit ce livre pour convaincre. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, Mein Kampf, dont un nouvel exemplaire va paraître en France sous le nom « Historiciser le mal ». Publié à partir du 2 juin chez Fayard, l'ouvrage contient le pamphlet d'Hitler et son décryptage par des historiens. C'est un texte qui, pour être lu et pour circuler, doit être encadré parce qu'il est illisible, incompréhensible et problématique à bien des égards. Mais là encore, sa sortie ne fait pas l'unanimité. On prétend démythifier un texte, mais on sacralise un objet. Pour comprendre le nazisme, il faut s'intéresser à d'autres sources. Vendu au prix de 100 €, le livre sera uniquement disponible sur commande. Une photo, 3 détails et une question. Rééditer Mein Kampf aujourd'hui, est-ce utile ou dangereux ? Voilà, Mein Kampf tombé dans le domaine public en 2016, pour rectifier cette petite erreur. Le livre, il est là, parce qu'il n'est pas encore sorti. Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf. Il fait 850 pages, c'est un format encyclopédique. Utile ou dangereux, Alexis Corbière, vous n'y voyez-vous aucun intérêt? En tout cas, vous êtes toujours battu contre. Oui, c'est-à-dire que déjà, moi, je suis plutôt, dans le documentaire, les images que vous avez montrées, sensible à ce que dit l'historien Johann Chapoutot. Le nazisme, il faut comprendre comment il arrive au pouvoir, et on le comprend dans le contexte historique, économique et social de l'Allemagne. La défaite de la Première Guerre mondiale, l'existence d'un nationalisme qui ne se limite pas au NSDAP d'Adolf Hitler, un antisémitisme qui est assez présent dans beaucoup d'organisations. Et je ne crois pas, moi, que le livre Mein Kampf soit la grande explication, le livre magique en quelque sorte, ou qui expliquerait la montée du nazisme. Et donc c'est faire porter une responsabilité à ce livre, déjà qui, d'un point de vue historique, me semble pas important. Et je termine sur autre chose, en vérité, c'est le symbole qui va intéresser des gens. Je vais vous dire une chose, en venant à cette émission, j'ai fait un tweet comme quoi je venais à ce débat sur Mein Kampf. Je suis suivi évidemment par toute une série de gens qui sont des gens d'extrême droite, et beaucoup de gens répondent en disant je vais aller l'acheter. Et il va y avoir un effet d'aubaine, d'intérêt, ce que j'ai appelé dans un article une forme d'obscénité médiatique à vouloir
posséder ça, peut-être même pas totalement en le disant, mais en disant « j'ai Mein Kampf d'Hitler ». Et ça, je ne vois pas l'intérêt. Je crois que tous les historiens peuvent travailler sur Mein Kampf. Personne ne... Quand on fait de la recherche, on le trouve partout. Si on dans n'importe quelle librairie, en vérité, souvent un peu d'extrême droite, ça se trouve. Sur Internet, ça se trouve. Donc, et le nazisme est beaucoup étudié. Donc, je trouve qu'il y a un effet d'aubaine, même si je sais bien, Florent Braillard est un historien sérieux, les éditions Fayard, je ne fais pas porter des... Mais je ne vois pas l'intérêt, à l'heure actuelle, de publier un tel ouvrage où on n'apprendra rien de véritablement intéressant et on créera, à mon avis, un intérêt pour toute une série de gens qui vont vouloir posséder le livre comme objet symbole de l'antisémitisme. Alors, il y a ce qu'on appelle un appareil critique. Quand vous dites on n'apprendra rien, c'est pas Mein Kampf in extenso. Moi, je précise juste pour... Oui, non, mais quand je dis qu'on n'apprendra rien, c'est-à-dire que l'appareil critique, c'est-à-dire les travaux des historiens sur le nazisme, on en a besoin. Mais pourquoi faut-il plus facilement faire circuler ce texte ? C'est ça que on n'apprendra pas pourquoi le nazisme a progressé de mon point de vue. Hélène Mire Delacroix, qu'est-ce que vous répondez à Alexis Corbière, vous qui dites oui, il faut sortir ce livre avec cet appareil critique, comme on dit? Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres sources du nazisme. Johann Chapoutot en a publié d'autres. Il a aussi publié lui-même une biographie d'Hitler. Donc, je crois que personne ne niera que ce livre, si certes il ne prédit pas tout ce qui va se passer, propose tout un ensemble d'un appareil de pensée qui est fascinant pour beaucoup, qui a fondé en effet une politique qui est ignominieuse, qui a permis à Hitler de s'installer comme personne respectable et d'être soutenu par une partie de la population allemande dans les années 20 et 30. Et surtout, comme je ne comprends pas très bien la logique de M. Corbière, puisque vous dites... les gens, il y a plein de gens qui disent quelle aubaine, je vais me l'approprier, je vais avoir Mein Kampf. Eh bien, ces gens-là, ils peuvent déjà acheter Mein Kampf. Et ils n'auront pas certainement envie d'avoir ce livre-là, qui est beaucoup plus, comme l'a dit lors de la présentation du livre Serge Schwarzfeld, qui est finalement une façon d'encercler le texte qui empêche d'être fasciné par Mein Kampf. Il permet une lecture avec ce que les historiens apportent le mieux à la société, c'est-à-dire des explications, des déconstructions, des démontages de mensonges, des explications de tels... Je voudrais qu'on regarde à quoi ça ressemble, parce qu'évidemment, on ne l'a pas encore eu. Une page type de cette édition chez Fayard. Alors, on va prendre le plan large, voilà. On verra mieux. Il y a, par exemple, chapitre, le Parti des ouvriers allemands. En haut à gauche de la page, vous avez le texte de Mein Kampf, et puis il est entouré par ce qu'on appelle l'appareil critique, les explications des historiens et des traducteurs. C'était pour ne pas laisser, disent-ils, le lecteur seul avec Hitler, justement. Mais attendez, qui croit qu'on devient antisémite parce qu'on lit ça? C'est absurde. C'est absurde. On ne devient pas antisémite dans les années 25, 30 ou aujourd'hui parce qu'on a lu ça. Y compris, on ne trouve rien. Je lis parfois le fait qu'il y avait la vérité d'Hitler dans ce livre, mais Hitler est porté au pouvoir parce qu'il est antisémite. Il ne faut pas non plus, il n'a trompé personne d'un certain point de vue. Donc on fait porter... Il n'a pas été élu en 1933 parce que Mein Kampf. C'est ce que vous dites, en gros. Si, parce que c'était clairement un homme anticommuniste, antisémite, anti-lumière, et que, y compris une partie du patronat, à un moment donné, fait le choix d'un homme énergique qui va casser la figure aux communistes et aux syndicalistes, qui va apporter une solution autoritaire dans un pays blessé par les conditions du traité qui est assez négatif de la défaite de la Première Guerre mondiale. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce contexte historique, et ça c'est d'actualité. L'extrême droite progresse dans un contexte historique, pas parce qu'il y a des textes qui fascinent. Ça n'est pas exact, c'est pas un rapport intellectuel, le rapport que des gens ont à l'extrême droite. Ils cherchent à un moment donné, en raison d'inégalités, d'une absence de solution politique, une solution énergique qui leur semble être la bonne solution. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc je crois qu'on pose le débat mal. Et après, je le répète, qu'on le veuille ou non, eh bien, on facilite quand même cette lecture. Moi, je ne trouve pas que ce soit aujourd'hui particulièrement pertinent. Antoine Wittkin. Moi, j'entends vos préventions ou votre malaise par rapport à ce projet. Je l'entends très bien, je le comprends. C'est un sujet difficile et Mein Kampf n'est, quoi qu'on en dise, pas un livre anodin. Là où j'ai un désaccord important avec vous, c'est sur l'appréciation de l'importance et du rôle historique de Mein Kampf. C'est un texte fondamental. Ce n'est pas le seul texte, évidemment pas la seule source, mais c'est un texte que je crois fondamental et qui est décrit par d'autres mieux que moi, à commencer par Ian Kershaw, qui est un très grand historien du nazisme, qui a écrit que Mein Kampf était la vision la plus claire, la plus explicite, la vision du monde d'Hitler la plus claire et la plus explicite qui ait jamais été produite. Donc je crois que c'est un texte, c'est un document extrêmement important pour comprendre plusieurs choses. La critique d'Alexis Corbière, à quoi ça va servir? Pour comprendre
comment Hitler a pu arriver au pouvoir et comprendre quelque chose de fondamental et qui est valable aussi pour notre temps, et c'est pour ça que s'intéresser encore aujourd'hui à Mein Kampf, ça a du sens, qui est pour comprendre le poids de l'idéologie et de l'intention idéologique dans l'histoire. Et là aussi, là où j'ai un autre point de désaccord avec vous, c'est sur votre appréciation sur l'utilité de ce livre. Je l'ai parcouru, pour rien vous cacher, je ne l'ai évidemment pas lu en entier, il fait 1000 pages et il est sorti très, très récemment, en tout cas pour les journalistes. C'est très intéressant. C'est très intéressant pour un amateur d'histoire éclairé, pour un enseignant ou pour qui vous voulez. C'est un document très intéressant, on apprend des choses. En revanche, effectivement, sur le danger qu'il y aurait à publier cet ouvrage-là que vous avez entre les mains pour ce qui pourrait être des néo-nazis, je ne suis pas convaincu. J'en ai rencontré, par exemple, pendant mon enquête en Allemagne. Ils me disaient tous que Mein Kampf était pour eux évidemment une référence, mais ils voulaient avoir le facsimilé originel, qui existe, qui est vendu dans le commerce, ou qui peut se trouver évidemment sur Internet en quelques clics, malheureusement. Donc je ne suis pas sûr que ce livre-là est un danger particulier. Et il faut rappeler qu'il ne s'appelle même pas Mein Kampf. Hein. Il s'appelle une édition critique de Mein Kampf. Il n'y a pas le nom d'Hitler sur la couverture. Il n'y a pas la photo d'Hitler. D'ailleurs, c'est intéressant. J'entendais Elie Barnavi, il y a quelques jours, ancien ambassadeur d'Israël en France, qui disait « limite, ça ne va pas assez loin ». Ce livre. Il aurait fallu qu'il y ait la photo d'Hitler dessus, comme s'il fallait exorciser le mal. Avant de vous entendre, Alexis Corbière, je voudrais juste le regard d'Olivier Guèze sur cette question-là. Est-ce qu'il faut ou pas le rééditer et est-ce que ça sert à quelque chose ? Moi, je dirais 3 choses. Dans la mesure où on peut se procurer assez facilement le livre, autant qu'il existe une édition critique. Visiblement, moi, j'ai pas eu le livre entre les mains, mais ce que j'en ai entendu, c'est on a l'impression que Mein Kampf, c'est un réacteur nucléaire qui a provoqué des catastrophes dont on connaît tous la taille et les conséquences pour le continent européen au XXe siècle. Mais visiblement, cet appareil critique, on a l'impression que c'est une espèce de sarcophage autour du réacteur nucléaire. C'est-à-dire, visiblement, chaque passage... C'est à ça que ça ressemble. Voilà, ça... Vous avez le texte au milieu et puis c'est entouré de l'appareil critique. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense qu'un néo-nazi fanatique ne va pas débourser 100 €, qui est quand même une somme assez importante, dont on m'a expliqué que les bénéfices iraient à la fondation, je ne sais plus quelle fondation, mais en tout cas pour les victimes de la Shoah ou les enfants. Voilà. Donc je ne pense pas qu'un néo-nazi ou quelqu'un qui se sent proche de cette idéologie-là va courir chez son libraire, chercher un livre qui est quand même assez cher, avec une édition extrêmement critique. Donc je ne pense pas que là réside le danger. Je pense en plus qu'il y a 2 raisons supplémentaires. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Ce texte existe, ce texte circule, et il va circuler de plus en plus, puisque depuis le 1er janvier 2016, il est dans le domaine public. Et je pense que ce projet, qui remonte à 10 ans, avait précisément pour objectif d'occuper finalement l'espace pour éviter que n'importe qui le republie. Je crois qu'Olivier Guèze a tout à fait raison. Ce texte, il est en revanche important vous êtes enseignant, pour les enseignants en particulier, pour les gens qui font de la recherche et qui, hélas, ne lisent pas assez bien l'allemand. Et puis surtout, je pense, il est important pour tous les citoyens que ça peut intéresser, parce que non seulement le texte est entouré, expliqué, c'est ça qu'on appelle une édition critique, hein, c'est un décryptage, ce sont des aides pour comprendre, parce qu'on ne sait plus quel est le contexte, mais aussi parce que ce texte a été retraduit. Et la nouvelle traduction a gommé tout le côté joli qu'on avait mis dans l'édition de 1934 pour que ce soit facilement lisible. Et c'est ça que mangent les néo-nazis qui ont envie d'avoir quelques citations d'Hitler. Et pour ceux qui vraiment s'intéressent à ce souci que nous avons tous en commun, qui est la montée du populisme et de pensée circulaire, simpliste, etc., que même aux États-Unis on a vu arriver au pouvoir, c'est de voir comment fonctionne une langue qui est brute, qui est brutale, qui est obsessionnelle et qui peut aider aujourd'hui à décrypter le temps présent et la façon dont la langue est manipulée par ceux qui propagent des non-vérités, des mensonges, des demi-mensonges, comme le faisait très bien Hitler. Sur ce point-là, Alexis Corbière, ça peut vous convaincre, vous faire réfléchir ou pas ? Non, mais moi, c'est la contextualisation de la publication. J'ai écouté Antoine Wittkin dans une autre... C'était sur France Culture. Radio chère à certains, et vous disiez à juste raison que l'intérêt, ça va être surtout le symbole. Il y a un caractère symbolique. Tout le monde connaît Mein Kampf. Moi, je suis professeur en lycée professionnel. Les élèves
même s'ils ont peu de culture historique, ils savent qu'Adolf Hitler a existé, ils savent que ce livre existe, d'accord ? Et je crois que tout le monde a compris le sens de ce livre, qui est, pour le résumer, un livre violemment antisémite et qui est un livre qui pose les bases d'une pensée qu'il faut appeler nazisme, hein. Vous évoquez le populisme. Là encore, moi, je ne suis pas d'accord. Le nazisme, ce n'est pas le populisme. Utilisons des mots précis, parce que le mot populisme, pour dire aujourd'hui, il y a la montée, vous avez cité, je crois, Donald Trump, le nazisme, c'est autre chose. Donc, de grâce, ne mélangeons pas tout. Et puis, par exemple, vous évoquiez aussi, dans le petit sujet pour lancer les choses, en disant, livre vendu à des millions d'exemplaires qui va accompagner la montée d'Adolf Hitler au pouvoir. Non, non, non. Il est vendu à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui est déjà un succès de librairie, mais il est vendu à des millions après la prise du pouvoir. C'est important parce que ça n'est pas le livre. Et même après la Seconde Guerre mondiale. Ce que je veux dire, Karim Rissouli, c'est que c'est pas le livre qui explique les choses. Alors, moi, je suis pas un censeur, c'est pas ça mon sujet. Mais je dis en 2021, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de dire qu'il faut faciliter la lecture de Mein Kampf ? Alors, si c'est le cas, si on me dit oui, il le faut pour décortiquer Mein Kampf, alors ne le faites pas à 100 €. Pourquoi il est si cher ? C'est que, vous comprenez, là, il y a un truc que je ne comprends pas bien. Si vous pensez que c'est un antidote au nazisme, ne le faites pas à 100 €, faites-en une édition beaucoup plus facile. Pourquoi les plus fortunés pourraient avoir accès à cet ouvrage et pas les milieux populaires ? Parce que les milieux populaires, en quelque sorte, leur mettre entre les mains, ce serait dangereux, et les riches seraient plus immunisés contre le nazisme. Et moi, quand je m'étais mis en colère en 2015, c'est qu'aussi les éditions Gallimard, à ce moment-là, ressortaient les textes de Louis-Ferdinand Céline, Bagatelle pour un massacre, et ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un antisémitisme mondain dans le pays qui est toléré, parfois. Et par contre, dans les milieux populaires, on va traquer parfois certaines personnes en traitant tout le monde d'antisémites, même ceux qui parfois ne le sont pas. Et je trouve que tout ça, en 2021, c'est dangereux. Voilà pourquoi moi je prends position en disant que les historiens travaillent sur Mein Kampf, bien évidemment, mais attention à ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors moi, parce que c'est intéressant. Oui. 100 €, effectivement, c'est pas la. Alors je voudrais juste corriger quelque chose. Je n'ai pas dit que le populisme, c'est le nazisme. J'ai dit que l'écriture nazie d'Hitler en 1924 et 1925 est une façon de construire la langue qui est aussi aujourd'hui, dans le temps présent, chez des populistes. En revanche, sur le prix. Alors, je crois que le prix, il faut demander à Fayard. C'est Fayard qui a fixé le prix. Simplement, je pense que ce qu'a dit Olivier Guèze est juste. Il ne faut pas oublier donc, que les revenus doivent aller à une fondation. La fondation Auschwitz-Birkenau. Et aussi que, si j'ai bien compris, la Maison Fayard va avoir une politique extrêmement large de le mettre à la disposition de toute bibliothèque qui le demanderait. C'est-à-dire que toutes les bibliothèques municipales, les bibliothèques des lycées, les bibliothèques des universités pourront avoir le livre. Je suis désolée. Au contraire, vous êtes professeur en lycée professionnel. S'il est dans la bibliothèque de votre établissement, c'est formidable, je trouve, qu'un professeur comme vous et les autres puissent avoir accès à ce type de travail, et c'est là que les historiens rendent service à la société. Sur la diffusion des livres, je crois qu'Antoine Wittkin, c'est vrai ce que dit Alexis Corbière, il a été surtout très demandé après la Seconde Guerre mondiale, par les nazis qui étaient en Amérique du Sud ou aux États-Unis, et qu'il a eu une vie après. Non, en 1933. Non, mais vous le racontez, Antoine Wittkin, y compris après la mort d'Hitler. Oui, on estime qu'il s'est quasiment plus vendu après qu'avant 1945. Ce qui peut être un argument qui va dans le sens d'Alexis Corbière, en disant que... Oui, mais avant 1933, effectivement, il s'en était vendu quelques dizaines de milliers d'exemplaires, 12 millions d'exemplaires seulement en Allemagne ensuite, ce qui est évidemment considérable. Mais avant, encore une fois, c'est un texte important. Je pense qu'on n'en parlerait pas, et je pense que cette édition-là, ce travail historique sur Mein Kampf, celui-là ou d'autres, le fait de s'intéresser à Mein Kampf, n'aurait pas de légitimité si ce texte n'était pas aussi important. C'est vraiment là-dessus que sur le fond, on a un vrai désaccord. Encore une fois, non, mais il est important. Je vais vous dire quelque chose. Dans le titre de ce livre-là que vous avez montré, « Historiciser le mal », il faut historiciser. Ce Mein Kampf est un texte historique extrêmement important sur lequel il faut se pencher. Ça a un intérêt pour comprendre ce qu'a été le nazisme, mais ça a encore un intérêt aujourd'hui pour notre époque. Mais cette notion de mal, ça, j'ai plus de mal à l'entendre. Oui. Ça participe on est dans le registre de la démonologie. Ça veut dire que... vous pensez que n'est pas un texte diabolique en soi, et donc je ne vois pas en quoi il faudrait historiciser le mal. Ça, le mal n'est pas un contexte... Très pertinent. On moralise les choses, et alors qu'on ne leur donne pas la dimension politique. Mais moi, au passage aussi, si c'est ça, le protocole des sages de Sion est un livre aussi important dans la pensée antisémite. Faut-il rééditer le protocole des sages de Sion ? Est-ce qu'il faut faire ce travail pour toute une série d'ouvrages dans la pensée contre-révolutionnaire, réactionnaire, antisémite à travers le monde ? Ça s'arrête où exactement ?
C'est ça le problème. Et tout ça naît d'une chose, c'est que c'est en train de tomber dans le domaine public. Donc, moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, y compris chaque éditeur sait bien que des ouvrages sur Adolf Hitler se vendent particulièrement bien, mais parce que des ouvrages de déconstruction. 80 000 ont été vendus en Allemagne. Les historiens travaillent beaucoup là-dessus, c'est pas un sujet la réédition de Mein Kampf en Allemagne. Oui, mais... Est-ce qu'on sait qu'il l'a acheté d'ailleurs? Moi, je sais. Oui, enfin, alors, je vous laisse répondre. Alors, allez-y. 80 000 Mein Kampf réédités ont été achetés en Allemagne en un an. Oui. Voilà. Alors, moi, je sais parce que j'ai accompagné l'édition allemande, qui est donc antérieure et dont s'est inspirée cette édition-là. Cet ouvrage a été vendu essentiellement à des bibliothèques, à des universitaires, à des professeurs et à ce qu'on appelle en Allemagne le Bildungsbürgertum, c'est-à-dire des gens un peu cultivés, qui s'intéressent, qui sont curieux, qui ont envie de savoir et qui ne mettent pas ce livre pour l'avoir dans la bibliothèque, puisqu'en effet, ce n'est pas particulièrement voyant, mais parce qu'ils veulent comprendre. Et je pense que... Alors c'est amusant parce que du côté allemand, les libraires ont particulièrement fait attention à qui achetait ce livre. Ils voulaient absolument éviter que d'un seul coup, ça devienne un objet de culte pour le symbole de groupe, mais comment de groupuscule. Et en effet... Comment faire, madame, si quelqu'un arrive le crâne rasé, avec un look plutôt, si tant est que ça existe, dont on voit bien que plutôt d'extrême droite, le libraire va lui vendre. Mais Alexis Corbière, si quelqu'un arrive avec un crâne rasé pour acheter ce livre, félicitations. Il faut même lui offrir, je lui offrirai. Mais moi, je pense pas. Non, mais moi, attendez, non, mais... moi, je vais vous dire autre chose. Je ne suis pas un censeur. Ce livre, cette édition-là, est exactement l'inverse de quelque chose ça, c'est un beau pari, mais j'ai tendance à pas y mènerait croire. à être convaincu moi, par je crois qu'il y a des livres, il faut qu'ils restent dans la confidentialité, pas l'interdiction, parce que c'est difficile. Mais... je veux dire, Louis-Ferdinand Céline, l'autre jour, je voyais chez un bouquiniste, le Bagatelle pour un massacre, ça se trouve. Mais moi, je ne suis pas pour l'interdire, mais que ce soit confidentiel, que ce soit pas... Et c'est là où j'en voulais un peu à la maison d'édition Fayard, une fois de plus, c'est que quand on facilite tout ça, eh bien, on continue à faire circuler des idées, qu'on le veuille ou non. Et j'ai peur que, bien sûr qu'il y a l'appareil critique, mais des gens liront malgré tout la phrase qui fait choc, la phrase dégueulasse, la formule antisémite qui est particulièrement obscène. C'est ça qui plaira, de mon point de vue. Et pas tellement le travail de déconstruction des historiens, parce que ce travail existe déjà ailleurs. Florent Braillard a écrit nombre d'ouvrages magnifiques qu'il faut lire. Les historiens ont déjà travaillé sur la chose, ils nous proposent déjà des pas vraiment. Non, mais je pense Olivier Guez. Tel qu'il est fait comme ça, moi, ça j'imagine. pas vraiment. Non. Pardon, Antoine. Olivier Guez. Non, mais j'imagine assez mal un néo-nazi arrivant dans une librairie, demandant cette espèce de gigantesque pensum à 100 €, je ne sais pas combien il est vendu en Allemagne, en se disant, enfin, je veux dire, si ce néo-nazi veut absolument Mein Kampf, il va le commander sur Internet, il va trouver une édition, soit il va chercher effectivement une édition originale ou un 3e tirage de 1935, que sais-je, sans appareil critique. Mais je le vois très très mal partir avec un ouvrage comme ça. C'est pas mal qu'il y ait une édition critique. Votre question au départ, est-ce que c'est utile et c'est dangereux? Visiblement, on vit dans une époque où on a besoin de publier une édition critique parce qu'il y a toutes sortes de tensions. Est-ce que c'est utile? J'en sais rien, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Est-ce que c'est dangereux? C'est probablement moins dangereux que des éditions pirates qui traînent à peu près partout et qu'on peut acheter à un prix très bas. Allez, on prolonge le débat avec la liste de Camille Diao. Camille, on commence avec un roman sur Hitler qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie en Allemagne, c'était en 2012. Oui, alors ce livre, il s'appelle « Il est de retour » du journaliste et écrivain Timur Verms. Alors ce roman, il fait un pari assez osé puisqu'il imagine de ressusciter Hitler, en fait, dans le Berlin de 2011. Donc Hitler se réveille sur un terrain vague, 66 ans après l'année officielle de sa mort, et il découvre une toute autre Allemagne que celle qu'il a connue, évidemment, une Allemagne moderne, multiculturelle. Le résultat, c'est un récit qui est assez cocasse, qui commence de manière, enfin, qui raconte à la première personne et la première partie, c'est un Hitler assez candide, finalement, je mets des guillemets à candide, qui pose son regard sur le monde d'aujourd'hui. Mais rapidement, tout va basculer puisqu'il décide de retrouver un écho et une influence sur la société allemande. Et il va vite apprendre à se servir des rouages du système médiatique jusqu'à faire son retour sur scène. Là, on termine un peu, enfin, on arrête un petit peu de rigoler quand on arrive à ce stade du roman. Bref, c'est un roman assez dérangeant qui est un best-seller en Allemagne et qui est traduit en français aux éditions Belfond. On continue avec la bande dessinée culte qui fait le récit de la Shoah. C'est Maus d'Art Spiegelman, qui est un auteur de bande dessinée new-yorkais, qui est lui-même fils de rescapé des camps de la mort. Il a publié cette BD sous forme de série
entre 1980 et 1991 dans une revue américaine. Alors le parti pris de cette œuvre, c'est de transposer l'histoire de la Shoah dans un cadre animalier. Maus, ça veut dire souris en allemand. Et dans la BD, les Juifs sont des souris qui sont traqués par les nazis, qui sont des chats. Et cette histoire, elle se base sur les entretiens qu'Art Spiegelman a menés avec son père, rescapé des camps. Il superpose donc deux époques dans le récit, à la fois le récit de son père, des années 30 jusqu'à la libération des camps, et le récit du fils, auteur de BD, qui, pour renouer avec cette mémoire familiale, va devoir réussir à obliger son père à se souvenir de ce qu'il a vécu. C'est un vrai classique, c'est la seule BD qui a reçu le prix Pulitzer, et c'est édité en France en version intégrale chez Gallimard. Et on termine cette liste avec le récit historique d'un match de foot contre les nazis. Oui, voilà, je me suis dit que ce serait une bonne idée pour faire le lien entre les deux thématiques de l'émission. Ce livre, c'est Gagner à en mourir de Pierre-Louis Basse, que vous devez peut-être connaître, Olivier Guèze, qui est journaliste, écrivain et fan de foot comme vous. Et donc, il se replongeait dans l'histoire du match de la mort. C'est comme ça qu'on l'a surnommé, un match de foot qui a opposé l'équipe d'Ukraine du FC Start, enfin une équipe ukrainienne du FC Start, à une sélection des meilleurs joueurs de l'Allemagne nazie. On était en 1942 et l'Ukraine était sous occupation allemande. Et les joueurs ukrainiens, s'ils parvenaient à gagner la partie, risquaient tout simplement la mort. Pourtant, ils se sont battus et ils ont réussi à gagner contre cette équipe allemande. 3 des joueurs seront par la suite exécutés, le reste déportés dans des camps. Pierre-Louis Basse revient sur toute cette histoire et il en tire un récit très personnel où il mêle lui-même ses propres souvenirs de football, le récit de l'occupation nazie de l'Ukraine et une réflexion sur les liens entre le sport et l'histoire. Merci, ma chère Camille. Je m'excuse auprès de Maxime Darquier qui a été un peu le sacrifié ce soir, faute de temps. Désolé, et on se retrouvera demain avec Maxime. Merci à toutes et à tous d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Antoine Wittkin, votre livre à vous, il s'appelle Mein Kampf, Histoire d'un livre. C'est publié chez Flammarion. Merci d'être venu. Hélène Mire de la Croix, je mentionne Ennemi héréditaire, pour interrogation, un dialogue franco-allemand chez Fayard, décidément. Alexis Corbière, merci à vous. Dernier livre qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet du soir, Jacobin. C'est aux éditions... Quoique, je sais pas. Hitler les détestait. Oui. C'est aux éditions Père. Merci d'être venu. Et Olivier Guèze, merci de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à vous. Une passion absurde et dévorante, écrit sur le football. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Camille Jean se retrouve demain. Ce sera à 22h30. Bonne fin de soirée à vous. Merci.